bonjour. Je vais essayer d'aller effectivement vite et je dirais que si je vais droit aux conclusions, il y a 2 points à retenir, me semble-t-il. Pour les institutions, c'est montrer la complexité considérable du système des donneurs d'ordre. Et pour les chercheurs et ceux qui répondent aux appels d'offres, c'est les 2-3 opportunités quand même qui existent parmi tout ça. Quelques points de repère, simplement pour vous dire qu'il y a de très nombreuses initiatives dans le monde, qu'elles soient publiques ou privées, et je me limiterai essentiellement à celles qui sont publiques ou publiques-privées, et qui sont parties en fait depuis la réponse, qui était tout à fait légitime, aux objectifs du millénaire. Le deuxième point sur lequel j'insiste, et je me permets de le faire à chaque fois que je prends la parole, est sur la nécessité d'un continuum soins-recherche. Vous apercevez qu'on ne peut pas sortir la recherche d'une politique plus globale, qui est la politique de santé, en tout cas la politique de lutte contre les maladies infectieuses. Le troisième, c'est quand on parle de partenariat Nord-Sud, c'est vrai, vous allez le voir, parce que c'est l'endroit où se trouve essentiellement focalisé un grand nombre, à cause de la biodiversité et de toute une série d'autres problèmes culturels ou autres, c'est essentiellement dans l'Afrique sous-saharienne que se trouve focalisé un certain nombre à la fois des problèmes, mais aussi de la localisation des programmes qui y sont dédiés. Le troisième, c'est que je vais vous parler des financements par les diverses organisations pour insister sur le fait qu'il y a bien sûr quelques financements français, mais surtout des organisations internationales et européennes qui les financent. Si nous revenons ici à travers ce que nous avons dit au cours de cet après-midi, on peut globalement, à travers la politique de Limi et d'Avissan, et on le retrouve, à la fois traiter des problématiques qui concernent les 3 grandes pandémies, auxquelles maintenant se rajoute à juste titre une préoccupation mondiale qui est celle des maladies infectieuses négligées. Et à travers ce qu'a introduit Bernadette tout à l'heure et les nouvelles plateformes qui sont en train de se construire, celles des épidémies émergentes. Et puis vous avez des cross-cutting, donc des programmes transversaux qu'on va retrouver autour des problématiques de la résistance et du vaccin. Eh bien, si l'on regarde ça, il est clair qu'il y a eu un grand focus international sur les pandémies et à travers elles, bien sûr, sur des programmes transversaux, mais qu'il manque, pour ce qui concerne ce que j'appelle l'international, c'est-à-dire hors Europe, disons, les financements des maladies infectieuses négligées et émergentes. Alors que l'Europe, au contraire, s'est construite bien sûr autour des pandémies, mais aussi, et maintenant de manière nouvelle, autour des maladies infectieuses négligées et finance, on l'a vu à travers la présentation de Bernadette tout à l'heure, des épidémies émergentes. Le bilatéral France a néglige encore pour le moment, les maladies infectieuses dites négligées. Quel est le paysage? Le paysage est en fait très complexe. Ce que vous voyez là-dessus, vous avez représenté un certain nombre d'organisations, qu'elles soient d'agences de financement et de plaidoyer bilatéraux. Et j'ai été, je dois dire, à une période de ma vie, un des seuls en France, et peut-être même un des seuls dans le monde, en fait, à représenter un pays à la table de l'ensemble de toutes ces organisations. L'intérêt est qu'il y avait un discours qui était relativement uniciste et qui permettait en fait de faire varier le regard d'une organisation sur l'autre. À l'heure actuelle, chacune d'entre elles sont indépendantes et quand vous discutez en termes de stratégie, que ce soit UNITAID, Fonds mondial et EDCTP, elles ignorent totalement ce que font les autres, alors que les récipiendaires du Sud, en fait, voient de l'argent qui arrive de ces diverses organisations. Et il ne faut pas négliger non plus, parce qu'elles sont importantes, toutes ces organisations de plaidoyer plus spécifiques, RBM pour le paludisme, ou pour le sida ou du sida, ou Stop TB. J'ajoute que hors France, et c'est un point important, il existe des agences bilatérales, dont certaines sont extrêmement puissantes, comme le PEPFAR ou USAID, d'autres moins, mais pourtant interviennent, telles le JICA au Japon. Et enfin, en Europe, DFID et BMZ sont des organisations bilatérales extrêmement importantes. Alors j'ai cité, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais tout le privé multilatéral, avec bien sûr la fondation Gates, et puis Marc parlera tout à l'heure des partenariats pour le développement de produits comme DNDI, il y a aussi la Banque mondiale et l'industrie. Mais ceci pour vous dire que derrière se construit et doit se construire une vraie géostratégie. Alors je vais reprendre quelques-unes de ces grandes organisations. Le Fonds mondial, vous le connaissez tous, c'est une fondation suisse dont le secrétariat est à Genève. C'est un partenariat public-privé. J'ajoute que c'est le privé dans toute sa splendeur, puisque c'est à la fois le privé industriel, le public des fondations et le public des ONG. Et c'est des opérations qui ont débuté en 2002 avec un financement public international qui aujourd'hui contribue à 20% des traitements VIH, qui est considérable, 65% de ceux de la tuberculose et 65% du paludisme. Excusez-moi pour ce chiffre, parce que le financement n'est pas de 2011, c'est de 2002 à 2013. Ça a représenté près de 23
milliards de dollars. Il s'agit de dollars, à peu près 3 milliards de dollars par an. Et ça a conduit à 1000 programmes dans 151 pays, 270 millions de moustiquaires traités par insecticides. Et vous voyez près de 10 millions de malades traités par antituberculeux et 4 millions de malades traités par ART. Alors, le Fonds mondial a une stratégie qui s'est revisitée, en fait, à partir de 2011, avec des parties prenantes multiples à l'époque, à travers des forums et des ateliers. Vous voyez qu'ils ont poursuivi, ils ont parcouru le monde, Dakar, Bangkok, Johannesburg, Nairobi, Montreux et Genève, pour citer ceux qui ont contribué à cette stratégie et qui aujourd'hui, sur ces 5 phrases qui vous paraissent extrêmement peut-être banales, en fait représentent 5 points d'importance. Le premier, c'est que le Fonds mondial, alors qu'il est distribué de manière très large, a décidé de se focaliser sur l'impact. C'est ce que veut dire le numéro 1. Le deuxièmement, c'est que le modèle de financement a changé avec plus de souplesse, et maintenant c'est des demandes qui sont faites en 2 temps. Le troisième, c'est que la gestion est beaucoup plus active. Et enfin, on rappelle les 2 points importants qui sont la préservation et la protection des droits de l'homme d'un côté et la mobilisation des ressources de l'autre, c'est-à-dire la partie plaidoyer. Fonds mondial, comme vous le voyez, pour la France, j'ai mis ces 3 chiffres puisqu'ils sont éloquents, chacun cherchant à se présenter comme étant le plus fort, le meilleur et le premier. Eh bien, c'est les États-Unis qui restent la première puissance donatrice avec 1,18 milliard d'euros demandés pour 2014. La France, qui était en seconde position, passe maintenant en 3e position, car le Royaume-Uni a décidé d'augmenter sa participation, 400 millions d'euros par an, ce qui fait donc 1,2 milliard d'euros pour les 3 ans qui viennent. La France est en arrière avec 360 millions par an, on ne dira pas, mais c'est vrai qu'elle a perdu un peu de sa première place européenne et 2e place internationale, avec quand même un chiffre important, 360 millions par an, qui est resté inchangé. United. Beaucoup d'entre vous connaissent moins United, qui a été fondée en 2006 par initiative de la France et du Brésil à partir des taxes des billets d'avion. Elle est aujourd'hui un conseil d'administration qui représente un certain nombre de pays, Chili, Norvège, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Corée du Sud, l'Union africaine et la Gates, donc le privé participe. Et la France y garde une première place, pour le coup, avec une donation de 110 millions d'euros par an, ce qui fait donc une somme importante. Qu'est-ce qu'United ? United est une fondation qui est abritée par l'OMS. United a une stratégie, c'est l'impact sur le marché avec la négociation de bas prix et le développement de médicaments à dosage spécifique autour de la pédiatrie et de la résistance. Et c'est aussi la mise en place d'une communauté de brevets pour les médicaments. Mais derrière, en fait, United, de son côté, fait de la recherche. Et en réalité, entre la phase 4 d'United et les phases 4 de l'EDCTP, aujourd'hui, il y a pratiquement des communautés d'action et des communautés de pensée, des communautés de stratégie. Mais ces 2 organisations, que j'essaie pourtant de présenter l'une à l'autre, ne se connaissent pas ou peu et interviennent rarement, sinon exceptionnellement ensemble. United, c'est des appels à propositions. Il y a quelques opérateurs partenaires qui ont répondu. Pour la France, Esther. Mais vous le voyez, le principal opérateur de cette affaire est la fondation Clinton, la Shai, avec également la fondation Fine pour les diagnostics. Ensuite, nous arrivons, 3e grande organisation dédiée aux pandémies, Fonds mondial d'un côté, United au milieu, EDCTP à l'extrémité droite, avec la recherche. Avec la recherche, l'EDCTP a été fondé les premières discussions datent de 2003. C'est un partenariat public, comme vous le voyez, mais qui va public, oui, qui est une EIG et qui a reçu, donc pour la première période de son histoire, 200 millions qui venaient de la Commission européenne et 200 millions qui venaient d'initiatives des États, qui en réalité n'étaient pas du cash, mais du kind. Donc, en réalité, l'essentiel du budget de l'EDCTP et du budget qui est donné en cash. Quand j'ai dit que les travaux débutaient en 2003, en fait, l'EDCTP est vraiment apparu sur la scène internationale en 2004 et comme vous allez le voir, il se renouvelle en 2014. EDCTP a essentiellement pour focus les phases 2B et 3, mais travaille également en amont sur les phases 1 et en aval, puisqu'il souhaite y aller de plus en plus, les phases 4 de vigilance et de post-registration, dont je disais qu'ils étaient complètement contigus avec ce que fait United aujourd'hui. Ce que le DCTP a fait pendant toute cette période, de 2004 à donc actuellement, c'est avoir soutenu 156 institutions, dont 29
pays africains, plus de 1000 chercheurs d'Afrique et c'est important, 4 réseaux d'excellence pour la recherche clinique, respectivement au centre, à l'ouest, à l'est et au sud, et avoir tenu un registre des essais cliniques. Et ces cliniques, vous le voyez, sont montées à 57, dont une majorité, 27 sur le VIH, 18 pour la tuberculose, 12 pour le paludisme, mais qui, pendant toute cette période, ont finalement intéressé plus de 100 000 patients à travers donc essentiellement les essais cliniques. Alors nous partons maintenant, c'est peut-être un des points d'opportunité, c'est le deuxième, je dirais, sorte de conclusion que je voudrais que vous reteniez. Le premier, c'est, à travers tout ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, la complexité des organisations internationales et la nécessité d'une géostratégie d'ensemble qui n'existe pas. Il n'y a pas de forum qui réunisse toutes ces organisations et permette à ces organisations de discuter entre elles pour arriver à une politique d'ensemble. Deuxième point, c'est les opportunités. Parmi les opportunités, le DCTP2 en est une, avec une gouvernance qui vient de changer, dont le point essentiel, si je devais dire une chose, c'est l'arrivée des Africains à la table de l'Assemblée. Et peut-être pour nos collègues d'Afrique qui sont ici présents, je pense que c'est un message à rapporter à leurs institutions et surtout à leur gouvernement. Soyez présents, collègues francophones, soyez présents à la table de l'EDCTP. Il faut que vous vous mobilisiez, car il a été dit qu'il n'y aurait pas plus de sièges africains que de sièges européens, c'est-à-dire qu'il y aura 15 places à peu près, un peu plus peut-être s'il y a des Européens de l'Est qui montent au siège de l'Assemblée, et les Africains, donc les premiers qui se présenteront, auront probablement les premiers sièges, et les autres seront obligés de s'asseoir à plusieurs sur un même siège. Donc ça me paraît important que l'Afrique francophone, que ce soit de l'Ouest ou du Centre, se mobilise pour être à la table de l'EDCTP. À travers, et je vais revenir, un certain nombre d'instruments, c'est un budget de 600 millions, un peu plus probablement, mais j'ai mis un chiffre minimal, de la Commission européenne, avec un engagement, vous allez le voir en kind, pour la plupart, des États membres sur le long terme, qui doit être, et c'est le point fort, équivalent aux 600 millions de la Commission. Et ceci se traduit par un plan d'action annuel et des perspectives tout à fait importantes pour la France. Et derrière la France, surtout pour IMI et Avisan, qui est maintenant la structure présente, ou qui sera la structure présente à la table du Conseil de l'Assemblée, pour formuler des propositions à travers, j'en redirai un mot tout à l'heure, des actions de coordonnées. La stratégie de l'EDCTP actuelle concerne l'Afrique sous-saharienne, avec éventuellement quelques programmes, à condition qu'ils soient conjoints avec l'Afrique sous-saharienne, pouvant intéresser l'Asie du Sud-Est. Elle intéresse les 3 pandémies, mais aussi, et c'est une nouveauté, les maladies négligées, et elle procède par différents programmes qui sont d'une part des appels d'offres de projets, sur projet, donc des projets de recherche clinique phase 3-4 ou au contraire des projets d'innovation de phase 1, avec diverses formes de renforcement de capacité, que ce soit des bourses doctorantes ou plus seniors, avec un soutien à l'éthique, au comité d'éthique et aux agences de régulation, avec un soutien, et ça me paraît absolument capital, au réseau d'Afrique sous-saharienne et avec la tenue du registre. Un point important dans la gouvernance est que l'existence d'un comité on va dire scientifique, mais qui est scientifique et stratégique, et qui, composé d'experts internationaux indépendants, devra donner des avis pour la formulation et le type d'appel d'offres en cours. Parmi les instruments, c'est un point sur lequel je voudrais insister, il y a 3 types d'instruments, c'est-à-dire que le DCTP dispose pour sa stratégie de 3 panoplies différentes. D'une part, il s'agit d'appels d'offres qui sont gérés par le DCTP, c'est-à-dire par le secrétariat. D'autre part, il s'agit d'initiatives qu'on appelle les PSIA, qui sont des initiatives qui proviennent des États membres et qui sont gérées par eux-mêmes. Et enfin, troisième partie, troisième instrument, ce sont des activités jointes avec des institutions internationales ou privées. Rien n'empêche le DCTP de dialoguer et d'avoir des actions avec la Gates, par exemple, s'il s'agit d'institutions privées. Parmi les instruments dits nationaux, donc ceux qui sont de l'obédience des États membres, il peut y en avoir plusieurs sortes. Il peut s'agir
d'appels d'offres nationaux qui deviennent alors labellisés EDCTP, d'appels d'offres coordonnés entre plusieurs États membres, de soutien de réseau, pas la même chose que des appels d'offres entre des États membres, des activités nationales qui peuvent être sans aucune demande d'argent supplémentaire, simplement labellisées par le DCTP, et au contraire des activités nationales qui peuvent demander des renforcements de capacité isolément ou avec d'autres États membres. Vous voyez donc qu'il y a toute une panoplie d'actions qui est proposée pour label par les États membres, le label bien sûr étant celui de l'EDCTP. Pour 2014 et 2015, donc pour les 2 années qui viennent, c'est près de 250 millions d'euros qui seront distribués, donc 70% à travers le programme intégré, c'est-à-dire les appels d'offres qui sont gérés par le DCTP lui-même, 15% par les PSIA, donc qui viendront des États membres, et 15% pour des activités jointes. Les États s'engageant dans cette aventure en cash ou en kind, et je vous dirais que pour la France, ce sera essentiellement un engagement, tout du moins dans les programmes intégrés, en nature. Les États peuvent financer le programme commun, donc ils peuvent financer les programmes intégrés, ou l'une ou l'autre des modalités à travers les PSIA que j'ai décrits. À côté de ça, donc, ces 3 grandes organisations, Fonds mondial, qui a un budget dédié à la recherche opérationnelle, United, dont j'ai dit que certains des appels d'offres concernent des phases 4, et le DCTP, à côté de cela, il y a des financements dédiés gérés par des organisations françaises, et en particulier 4 sur lesquels je voudrais insister un tout petit peu plus. Je ne reviendrai pas sur la NRS, on en a beaucoup priorité, simplement pour rappeler ce qu'a dit Jean-François tout à l'heure, qu'à partir de 2011, vous voyez que c'est 17 et aujourd'hui 21 et 22% du budget de l'agence qui est dédié aux recherches dans les pays du Sud, avec une politique de partenariat qui intéresse d'une part les sites ANRS qui sont rappelés ici, mais d'autre part toute une série, Jean-François l'a montré dans sa diapositive, d'interactions au Sud avec beaucoup d'autres pays que vous voyez listés là. Mais je voudrais insister plus sur l'initiative 5%, donc, qui est une initiative qui a été mise en place il y a 3 ans maintenant, qui est gérée par France Expertise Internationale et qui donc reste de la tutelle du ministère des Affaires étrangères et qui représente 5% de la contribution globale française au fonds, soit 18 millions d'euros par an pendant la période 2011-2013 et très vraisemblablement sera la même somme, je pense, pour les années à venir. Elle a pour objectif de répondre à la mise en place des activités du fonds par une expertise technique des pays bénéficiaires, par un suivi d'évaluation et pour ce qui nous intéresse par la mesure d'impact des subventions allouées par le Fonds mondial. J'ai dit ce qui nous intéresse parce que ces mesures d'impact sont justement des programmes de recherche. Les principes sont importants. Il s'agit d'avoir une complémentarité avec les activités du Fonds mondial, une mobilisation de l'expertise pour répondre à des besoins ponctuels ou une logique de renforcement des capacités des bénéficiaires à travers la promotion d'initiatives innovantes et la valorisation de l'expertise santé francophone. Il y a 2 canaux. Le canal numéro 1, c'est la mobilisation d'expertise à court terme, avec une orientation à la demande, à condition qu'elle soit complémentaire avec le Fonds mondial, à travers des missions courtes, maximum 12 mois. Ce sont donc des missions d'urgence ou des missions de renforcement de capacité. Pour ce qui nous concerne plus, c'est-à-dire à travers des projets et des programmes, il s'agit de financement long terme avec des appels à projets dont il existe, comme vous le voyez, 2 thématiques par an, tout du moins c'était comme ça dans les années précédentes. L'une qui concerne le renforcement des systèmes de santé et l'autre, la recherche opérationnelle. Et puis pour l'année d'après, la gouvernance, la gestion des approvisionnements et des stocks. J'avoue ne pas savoir de quoi sera fait les appels à venir. Il est vraisemblable, ayant interrogé les collègues, que ce sera probablement fondé sur la même stratégie. Encore une fois, à travers, pour ces appels à projets, une complémentarité avec les actions du Fonds mondial, un renforcement des capacités des systèmes, une logique de partenariat et des durées, comme vous le voyez, qui sont intéressantes puisqu'ils permettent de faire sur 2 ou 3 ans des programmes d'envergure. Vous avez ici simplement un rappel sur les pays qui ont bénéficié de la mission du canal 1 en 2 ans, et vous voyez que 25% en ont bénéficié à travers des pourcentages qui ont été de 32% pour le VIH,
15% pour le paludisme, 13% pour la tuberculose et 40% qui sont des projets transversaux. Canal 2, 6 projets ont été sélectionnés en 2012, 5 sur le paludisme, 1 en tuberculose et aucun, on va le noter, sur le VIH, avec des dotations importantes, puisque c'est 24 millions qui ont été donnés à des programmes, parmi lesquels donc de la recherche opérationnelle. Enfin, je voudrais terminer par 2 autres agences pour en dire un mot dans le paysage français. L'Agence française de développement, dont je vous rappelle que c'est un budget près de 7 milliards d'euros, dont 70% en Afrique sous-saharienne. L'AFD a un département recherche, un secteur santé et 3 priorités dans ce domaine qui sont la mère-enfant avec l'Afrique sous-saharienne, dont un exemple est un dossier qui concerne Kinshasa sur 8 millions d'euros. La lutte contre les épidémies, donc, qui est un point important pour l'épidémiologie des infections émergentes, et qui intéresse près de 3 millions d'euros en Birmanie, Cambodge, Vietnam et Laos, ou encore le VIH hépatite, avec un dossier multi-pays de 1,6 million. Et puis en dernier, c'est la santé et la protection sociale. Autre agence, l'Agence nationale de recherche, on en a dit un mot ce matin. En 2013, un certain nombre de programmes qui nous intéressent dans le cadre des maladies infectieuses et microbiologie ont été éligibles, intéressant notamment le Brésil, la Chine et l'Inde, et pour tout domaine, dont les maladies infectieuses, Hong Kong, Taïwan et bien sûr l'Europe. En 2014, le champ des priorités à l'international s'est restreint, puisque ça ne concerne plus les maladies infectieuses qu'au niveau du Brésil et de Taïwan. Mais, et c'est un point important, l'ANR ne finance que les acteurs du Nord et pas les acteurs du Sud, à travers une politique dont la stratégie est celle de l'agence, sans interaction profonde, si je puis dire, avec les autres bailleurs de fonds français. Alors, je voudrais terminer, je crois que c'est ma dernière diapositive, sur des perspectives pour l'IMI et pour Avisan Sud. D'abord, pour rappeler que tout ce que nous venons de dire doit se faire, on l'a déjà dit ce matin, à travers une géostratégie d'ensemble, de manière à avoir une mobilisation scientifique et médicale qui soit la plus performante. Et c'est tout le but, toute l'importance des actions thématiques coordonnées que nous avons créées avec Bernadette Murg et Jean-François, autour, bien sûr, du VIH, elle existait déjà, mais de la tuberculose, du paludisme et des maladies infectieuses négligées. Et si par hasard, vous n'étiez pas dans notre annuaire ou pas concerné, n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à ces actions dont, je le répète, il s'agit d'actions qui concernent les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud. Le deuxième point, on en a aussi beaucoup parlé au cours de cette journée, c'est la politique de partenariat, des plateformes de partenariat. Et Jean-François a même poussé l'ambition pour nous dire qu'il fallait probablement que nous essayions de voir quelle politique va tenter de rapprocher des plateformes qui se sont construites ou des réseaux qui se sont construits autour du VIH de celles qui existent pour le paludisme et la tuberculose, celles qui sont aussi en train de se construire pour les infections émergentes, de avoir une politique de plateforme plus globale. Enfin, les derniers points, mais je crois que c'est des mots dont on a beaucoup parlé, retenir l'idée du continuum soins-recherche avec l'importance de la recherche opérationnelle et translationnelle, et peut-être à ce point-là un mot pour remercier Christophe Longuet parce qu'il a insisté sur le rôle important de la biologie hospitalière en matière de zone d'importance pour la recherche translationnelle, l'interdisciplinarité dont, vous voyez combien, avant l'oratrice qui m'a précédé, nous avons vu l'intérêt et l'importance dont les sciences humaines et sociales, et enfin pour dire que tout cela n'est possible qu'avec une cohérence entre les politiques dites bilatérales, ce que les gens n'aiment pas, mais on est obligé de le dire, et les grandes organisations multilatérales, dont les principales que j'ai citées tout à l'heure. Merci.